Donc des journées du patrimoine, mais aussi qui avaient été prolongées tellement il y avait de monde. Voilà, donc tous les anciens élèves qui voulaient revoir leur lieu d'études, puisqu'il accueillait quand même des enfants depuis l'école primaire. Donc je vais vous parler donc de ce bâtiment qui est quand même assez incroyable, donc qui se situe à l'extérieur des murs de la ville, donc derrière l'ancienne porte d'Allemagne. Et je vais d'abord vous parler donc des origines de ce pensionnat, puisqu'il n'était pas situé à cet endroit à Fénétrange. Le premier pensionnat des Sœurs de la Divine Providence de Saint-Jean-de-Bassel ouvre ses portes en 1871 à Saint-Jean-de-Bassel. En 1894, le pensionnat est transféré à Fénétrange, dans un ancien séminaire que l'évêché de Metz loue à la congrégation jusqu'en 1936, date à laquelle elle va le racheter. Donc, à l'origine, sur cette parcelle occupée par le séminaire, donc l'ancien séminaire, on appelle l'ancien séminaire, c'est cette parcelle-là, plus ce bâtiment-là, et la cour à l'arrière. Donc ça, c'est l'ancien séminaire. Il y a un château, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est celui des comtes de Salm, qu'on appelait l'Altenbau, que l'on voit sur le plan, ici, le plan terrier. Donc c'est cette parcelle-là, avec les jardins des princes de Salm, et vous voyez ici, Altenbau, à son Altesse, le prince de Salm. Donc, château qui brûle, je vous l'ai dit, enfin qui est détruit au début du XVIIe siècle. Jusqu'en... la parcelle va être occupée ensuite en 1755 par les chanoines de la collégiale qui s'en rendent adjudicataires et qui vont y installer des maisons et des jardins, puisqu'ils ne vont pas récupérer toutes leurs maisons quand ils récupèrent la collégiale. En 1825, le vicaire de Fénétrange rachète les maisons qui sont installées sur ces parcelles pour en faire un don au séminaire de Nancy, qui crée alors une école libre appelée le Petit Séminaire. Donc cette école est agrandie et reconstruite en 1863, comme l'indique la dot portée ici sur le linteau de la porte. Et puis on voit ici donc Petit Séminaire. Donc on le verra tout à l'heure, à l'occasion de la visite, elle se situe près de la maison avec l'Oriel. En 1889, le séminaire est vendu au diocèse de Metz, et donc en 1894, la congrégation des jeunes des Sœurs de la Divine Providence de Saint-Jean-de-Bassel demande à l'évêque de Metz de pouvoir louer le séminaire pour y transférer le pensionnat de jeunes filles. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1936, elles en font l'acquisition. Donc, une première école ouvre dans les bâtiments de ce séminaire avec 60 élèves internes. Donc, ce sont les plans de ce bâtiment transformé, donc du pensionnat transformé en séminaire pour y accueillir ces jeunes filles à l'internat, avec des salles de classe, des chambres. Et puis on voit ici, donc, au premier étage, une chapelle. On voit le cœur de la chapelle. Alors, les plans, ils ont été dessinés, ceux-ci, par le même architecte qui va œuvrer au pensionnat, au nouveau pensionnat. Donc l'accueil dans le pensionnat va se faire va accueillir jusque 100 jeunes filles. Elles viennent toutes de la campagne avoisinante. Elles vont y recevoir une éducation chrétienne et scolaire. Donc il y avait aussi un ouvroir. Et puis vite, ce document va devenir trop étroit pour y accueillir à la fois les élèves, la centaine d'élèves, mais aussi les sœurs. Alors, pendant la guerre, le vieux pensionnat
donc on va l'appeler ensuite le vieux pensionnat, va devenir une Berufsschule qui va fonctionner jusqu'en 1944 avec 15 à 20 filles. Dans la partie centrale de l'ancien pensionnat, on va installer une fabrique de confection de vêtements pour hommes et de garçons. Et en 1964, les locaux vont être occupés par un atelier de confection des chaussures Bata qui confectionne donc des tiges pour les chaussures militaires à raison de 1400 paires par jour. Alors, cet atelier de confection, il est fermé en 1982 et il est transféré à Mossé, sur le lieu à Bataville. Donc il y avait quand même 50 personnes qui travaillaient en 1971. En 1997, ce bâtiment est donné à la commune de Fénétrange pour le franc symbolique et aujourd'hui donc il est occupé par des logements sociaux. Donc quelques images donc, de ce vieux pensionnat. Vous voyez la façade postérieure avec les jeunes filles en 1914. À l'intérieur donc d'un cours certainement de cuisine. Et donc en 1936 donc, est décidée la construction d'un nouveau pensionnat pour accueillir l'ensemble des élèves de manière plus correcte. Donc enfin, ce nouveau pensionnat il est construit à partir de 1936 et il est édifié sur un terrain vierge en dehors des murs de la ville. Donc les plans de cet édifice sont confiés aux architectes August Hansler et fils, architectes à Strasbourg. On a leur tampon ici. Les travaux de fondation sont confiés à la maison L'évêque de Sarrebourg, qui existe toujours, cette maison. Alors en 1936, le 5 septembre, les premiers ouvriers arrivent. Et puis, la première pierre, la pierre de la chapelle est posée en 1937. Et la chapelle est bénie en 1939 en présence de l'évêque de Metz. La première rentrée se fait en 1938. Donc là, vous voyez, lors de la première rentrée en 1938, ça c'est pas plutôt 1938, mais c'est avant 1956, le bâtiment est construit, mais il manque l'aile ouest, ici, qui n'est pas encore construite. Donc en 1938, première rentrée, mais donc là c'est lors de la construction du pensionnat. Donc la chapelle, on a une trace de la date derrière l'écusson. Ici, vous ne voyez pas ici, mais 1939, donc la date de la bénédiction de la chapelle. Et on a la signature ici au crayon aussi de l'architecte Hansler. Ces photos, elles sont visibles sur les bases de données. Donc pendant la guerre, les bâtiments vont être occupés successivement par les troupes de passage, d'abord les troupes françaises, un hôpital militaire, puis du 14 juin 1940 jusqu'au 24 novembre 1944 par les troupes allemandes de passage, et surtout à partir de juillet 1943, comme vous le voyez ici, par une Adolf Hitler Schule qui va y former la jeunesse hitlérienne. Voilà, donc c'est comme ça. Ensuite, de début décembre 1944 à 1945, c'est le quartier général américain qui s'y installe. Et puis, à la fin de la guerre, on va de nouveau avoir un hôpital militaire pour l'armée américaine. Donc, après la guerre, les travaux de reconstruction sont confiés au même architecte, August Hansler. Donc, on va avoir quand même des dégâts assez importants à l'intérieur du bâtiment. Sauf la chapelle qui va être épargnée. Et on voit donc sur cette photo, c'est l'architecte de la reconstruction après les combats. Donc la première année qui suit donc les événements, donc la rentrée après la Deuxième Guerre mondiale, sont ouvertes des classes primaires, des classes de la 6e au baccalauréat, une section commerciale, un ouvroir et une section du cours ménager.
Alors, quand j'ai fait les visites, j'ai eu des élèves qui étaient là à la première ouverture et qui m'ont dit en fait que les travaux n'étaient pas terminés et par exemple, il n'y avait pas de l'eau chaude. Elles allaient se faire leur douche dans le vieux pensionnat, dans les bâtiments du vieux pensionnat, et donc ce n'était pas des conditions quand même très agréables pour ces jeunes filles internes. Donc devant l'influence des élèves, la décision est prise de construire cette aile ouest qui manquait, et elle se fait la construction entre 1956 et 1957 grâce aux dommages de guerre reçus du centre ménager de Sirstal en Moselle, qui transfère ces dommages de guerre à Fénétrange pour pouvoir terminer cette aile, donc qui est achevée en 1959. À cette date, l'établissement abrite 355 internes et 150 externes, du primaire au secondaire, avec une section commerciale, les ouvroirs, les cours ménagers. Donc on a des élèves qui affluent de toutes parts, du bassin houillé, de la Lorraine, des environs de Sarrebourg et de l'Alsace, et c'est l'internat qui a toujours constitué un avantage et le succès de ce pensionnat. En 1982, l'établissement qui n'était réservé qu'aux filles, qu'aux jeunes filles, accepte peu à peu les garçons externes et devenus pensionnaires, jusqu'à la création d'un internat pour garçons en 1987. En 1996, l'école publique de Fénétrange emménage dans une partie de l'aile ouest, toujours aujourd'hui ici. Et puis ce pensionnat qui va connaître du succès, des effectifs croissants jusque dans les années 90, va ensuite voir ses effectifs réduits. On va peu à peu fermer les établissements. En 1998, le lycée d'enseignement général ferme. Et puis en 2000, la décision de fermeture définitive de l'établissement est prise et il est fermé donc en 2001. Et en 2014, la commune de Fénétrange le rachète. Alors l'édifice, maintenant l'architecture, c'est un édifice qui couvre 12 000 mètres, 12 000 mètres carrés, donc qui comprend 4 ailes, autour de 2 cours de 40 mètres sur 40, 2 cours centrales. Donc on a la cour qui était réservée aux enfants, aux petits, de primaire, et puis la cour des grands. Et cette cour ici, on l'appelle la cour d'honneur. On avait un bel escalier ici en grès, dans lequel il y avait aussi certaines représentations. Et entre les ailes transversales, là on a donc une autre aile qui accueille la chapelle au premier niveau, et puis en dessous la salle de spectacle. Et puis ici, donc, la seule aile qui est plus basse que les autres accueille les offices. Donc chaque aile en fait avait une fonction. Et puis on va donc aux angles, à chaque angle des pavillons, et puis des grandes cages d'escalier vitrées, puisque les sœurs de la Divine Providence avaient donné leurs instructions pour la construction. Elles voulaient des bâtiments très éclairés, les salles de classe, mais aussi les escaliers, etc. Et puis, au niveau de l'hygiène, on a des grands corridors avec des espaces aérés. Donc, aussi quelques plans. Donc, tous les éléments, les documents d'archives sont conservés à Saint-Jean-de-Bassal. Donc, on voit bien ici donc l'architecture, la disposition avec ces 2 cours. Donc, vous voyez, grande fille. C'est écrit ça, ou les petites filles. Puis donc, cette aile centrale. Donc, l'aile ouest, donc la dernière qui a été construite. Et puis cette aile est, qui est en fait une aile qui est réservée, en tout cas le sous-sol et le rez-de-chaussée, à l'accueil.
Donc c'est le bâtiment de réception qui accueille les élèves. Voilà, donc on a une photo ancienne avec l'entrée du pensionnat. Et puis on avait de part et d'autre de la porte d'entrée une loge pour le portier. Qui accueillait donc les étudiantes. Donc c'est elle aussi, elle a les bâtiments, les bureaux, les laboratoires et salles de cours de physique-chimie qui ont été aménagées par la suite dans le sous-sol, puisque au départ c'était des douches à ce niveau. Donc l'entrée principale qu'on voit ici, avec voilà, le pensionnat Notre-Dame de la Providence, accueillit les écussons, les armes de Lorraine et de la congrégation Notre-Dame de la Providence. Donc la porte d'entrée a un peu changé. Donc ici, on voit donc c'est la cour des crans, oui, parce que c'est de l'autre côté, avec une vasque là en grès qu'on a dans chaque cour, et puis on voit ici donc des préaux. Donc là, c'était un préau avec l'accueil des élèves qui se rassemblaient ici avant d'aller en cours et puis d'aller dans la cour. Donc dans cette partie, dans la partie centrale qu'on vient de voir, ont été aménagées donc, les salles de gymnastique. Donc on voit ici en l'état, voilà, aujourd'hui. Donc toujours, vous voyez, bon là, les fenêtres sont en partie cachés, mais ce sont toujours des bâtiments très éclairés. Et le bâtiment central, donc on a, je vous ai dit tout à l'heure, la salle de spectacle, qui est édifiée sous la chapelle, qui pouvait accueillir 400 personnes, et qui servait pour les étudiants, les élèves, pour regarder des films, ou pour les spectacles de fin d'année, puisque on avait quand même beaucoup d'activités artistiques, dont beaucoup de la musique. Donc voilà la salle aujourd'hui, avec, on voit au-dessus ici, on avait des tribunes qui s'ouvraient et qui permettaient soit de chanter, soit de voir les spectacles depuis la partie supérieure. Et de part et d'autre de la salle de spectacle, on avait l'aménagement ici de salles de musique. Et puis là, donc, c'est des tribunes, quand tu es pris en photo avec la fenêtre qui s'ouvre. Et puis on avait aussi donc, cette salle de spectacle qui servait aussi de projection de films. Ici au-dessus, on a la salle de projection. Et puis donc là, l'écran qui permettait donc de projeter les films. Donc au-dessus de cette salle de spectacle, la chapelle. Donc chapelle, je vous ai dit, qui est terminée en 1939. Donc on voit, on n'a plus beaucoup de mobilier aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a beaucoup de vols, d'effractions à l'intérieur du bâtiment. On voit les plaques ici en marbre de l'hôtel majeur qui ont été volées. Donc c'est un bâtiment avec une voûte en béton. En 1939. Les vitraux sortent des ateliers Hott de Strasbourg, donc ils ont été restaurés après la Seconde Guerre mondiale. L'ensemble du mobilier a été réalisé dans les ateliers de Valentin Jaël, qui est aussi à Strasbourg, qui a beaucoup œuvré dans la région pour le mobilier religieux après la Seconde Guerre mondiale. Et l'ensemble des bancs qui étaient ici et du mobilier religieux était donné en fait
à des autres paroisses lors de la vente par la congrégation. Et puis on avait de part et d'autre du chœur deux sacristies, donc une pour les sœurs et une pour le prêtre. Donc là on a au-dessus de la chapelle un campanile qui abritait une cloche qui a aussi été volée, mais je crois qu'elle a été retrouvée, voilà, auquel on accédait avec ce grand escalier en béton, suspendu en béton. On peut encore y monter aujourd'hui. Ça reste quand même dangereux. Alors ça c'est l'aile sud, donc l'aile la plus basse qui accueille donc les offices. Donc ici on a les cuisines. Voilà, les cuisines aujourd'hui. Et puis tous les espaces, donc les réfectoires. Et on avait donc des réfectoires pour les internes, pour les externes, pour les sœurs et pour le prêtre. Alors l'aile nord accueille un grand escalier double pour la distribution de l'ensemble et des salles de classe et de la partie nuit. Donc on voit avec de la pierre de Comblanchien. Et puis c'est départ de rampes en fonte, ajourées. Donc toujours on a des très beaux matériaux de construction sur tout le bâtiment. Et puis vous voyez ici ces fenêtres, donc toujours le souci de l'hygiène et de la lumière dans le bâtiment. Donc on voit ici une salle de classe, donc ici avec ces grandes baies vitrées. Et puis là, on a des grands corridors, donc là qui étaient vraiment voulus par les sœurs. Alors tous le dernier étage et les combles sont occupés par l'espace nuit, l'espace de l'internat. Donc on avait au début des dortoirs, donc ici c'est des dortoirs des petites filles. Et puis ensuite ont été aménagées des cellules individuelles et puis des chambres avec des portes. Auxquels accédaient les élèves en fonction de leur âge. Donc là on a des photos de ces cellules, alors on a un simple rideau. Donc là avec un petit lavabo. Alors, tout ce qui était lavabo, douche, etc. était aménagé aux angles de chaque aile. Et puis donc ça c'était donc la dernière restauration de l'internat avant la fermeture, où là vous voyez les chambres les cellules, c'est des cellules ont des portes, voilà. Un petit peu plus d'intimité. Donc aujourd'hui le pensionnat est occupé donc par juste une partie de cette aile par l'école communale. Alors il y a un projet dont le maire va vous parler rapidement sur le pensionnat, puisque les seuls occupants qu'on trouve aujourd'hui, voilà, ça c'est un peu un peu. Voilà. Je laisse Benoît s'il veut. Merci pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est un renard. C'est vrai qu'on voit souvent un renard traverser. Alors, vous voyez, quand on est maire d'une commune de Fénitranche, c'est un vrai souci de patrimoine, puisque c'est pas simplement le patrimoine médiéval, mais c'est aussi le patrimoine des années 1930. Nous avons réuni depuis on va dire 2014, puisque notre équipe était élue en 2014 et nous avons pris la décision de racheter le pensionnat, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Donc ce pensionnat a été racheté à un collectif réuni en société civile immobilière, mais qui était international, qu'il a fallu réidentifier parce que les actionnaires étaient dans différents pays d'Europe. Et puis on a fini par réussir à racheter. Donc à partir de là, ça nous a permis de travailler avec un organisme qui s'appelle l'EPF. Donc l'EPF, c'est l'établissement public foncier qui était de Lorraine au départ et qui est devenu du Grand Est, dont la spécialité est la reconversion des friches. Alors toute l'ingénierie de ce projet, c'est d'avoir transformé le pensionnat de Fénitranche en une friche urbaine, ce qui lui permet aujourd'hui de bénéficier de toutes les aides qu'on donne pour la transformation des friches.
dans le cadre de la loi ZAN. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est zéro artificialisation nette, qui veut dire, voilà, on préconise plutôt de rénover l'ancien à l'alternative de construire du neuf. Et alors, vous imaginez bien que ce bâtiment a fait l'objet d'études très importantes pendant plusieurs années pour savoir s'il valait mieux le détruire ou le conserver, puisque c'est toujours la question. Alors on a beaucoup de chance parce qu'il n'y a pratiquement pas d'amiante dans le bâtiment. Et puis, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'était de la construction très solide, puisqu'il a résisté aussi à la guerre. Et un démolisseur m'a confié qu'à part la dynamite, il ne voyait pas trop bien comment démolir le bâtiment, puisqu'il y a des poutres en béton assez impressionnantes qui traversent, vous en avez vu quelques-unes avant sur les photos. Donc sur la qualité du bâtiment, nous n'avons plus de problématiques particulières, même s'il a fallu refaire les toitures, en tout cas colmater les brèches, les nombreuses brèches, qui ont été liés à des actes de vandalisme invraisemblables pendant une quinzaine d'années, le temps qu'on rachète le bâtiment, même encore par la suite. C'est la raison pour laquelle aussi on limite les entrées, on limite les visites, on limite les articles, parce qu'à chaque article, à chaque émission, on se retrouve avec des petits malins qui s'appellent Urbex, qui viennent et qui, malgré tout ce qu'ils disent, détruisent. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été volées, beaucoup de choses qui ont été cassées. Dans cette magnifique chapelle, des vitraux de Haute-Frères ont été détruits. Donc on a essayé de limiter, de bloquer, de mettre des grilles. Enfin, on a fait tout ce qu'on a pu pour bloquer l'accès. On a mis des caméras, des haut-parleurs pour intimider les gens qui y rentrent. On a fait des poursuites nocturnes. Enfin, je peux vous dire que là, aujourd'hui, ils ont l'information qu'on ne peut plus vraiment rentrer dans ce pensionnat. Voilà. Donc il y a même eu une émission sur une radio nationale qui incitait les gens à rentrer dans le pensionnat de étrange. Et là, je me suis vraiment démené et j'ai eu droit à réponse et j'ai eu droit à retrait de l'émission. Enfin voilà, il faut se battre dans tous les... parce que les gens ne se rendent pas compte que ben voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de respect de ce type de bâtiment. Alors, comme disait un des urbanistes que nous avons fréquenté pour la rénovation de ce bâtiment, c'est certainement un des derniers monastères, enfin un bâtiment de type monastère qui a été construit en France, parce que vous l'avez vu avant, il y a des cours carrés, 40 mètres par 40, il y a une géométrie invraisemblable, donc les ailes font 9 mètres de large, il y a 2 mètres de couloir et 7 mètres de pièces, et c'est dans tout le bâtiment de la même manière calculé. On n'a même pas besoin de mètres, une fois qu'on connaît le principe, on sait comment raisonner sur l'aménagement. Alors, effectivement, en parallèle de toutes ces études que nous avons faites avec la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud et le PFGE, nous avons aussi travaillé avec un conseil scientifique que j'avais moi-même réuni sur le programme, parce que bon, on peut évidemment parler de la reconversion ou de la rénovation d'un bâtiment de ce niveau. On parle quand même de budget qui se situe selon les interventions et le type de travaux réalisés, entre 10 et 20 millions d'euros. Donc c'est quand même pas rien. Et c'est déjà une première étape. Après, il faut réussir à faire vivre le bâtiment, à le chauffer. Donc l'ancienne personne qui entretenait les bâtiments me disait que c'était 15 000 litres de fuel tous les 15 jours en hiver. Ça vous donne une idée. Et effectivement, on a bien vu que tout ça est très lumineux, mais très peu isolé. Donc voilà, c'était des passoires énergétiques, et tout l'objet de notre reconversion doit faire attention à cette transition énergétique qui nous occupe tous aujourd'hui. Alors le projet, c'était l'idée de faire quelque chose. Vous savez que depuis 2008, le président Sarkozy avait lancé un plan autisme en France. Et donc nous avions envie de faire quelque chose, puisque moi-même dans ma carrière et par ma vie privée, j'ai été sensibilisé à la cause de l'autisme, mais je dirais plus largement des troubles, ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement. Et donc on a eu la chance de rencontrer le professeur Majrotte à Bruxelles, qui est le pionnier en Europe de l'autisme, et qui est venu ici à Fénétrange, gracieusement, je le dis toujours, parce qu'il n'était pas obligé, pour nous aider à réfléchir sur un projet, un nouveau projet autour des troubles du neurodéveloppement. L'idée n'est pas de faire une institution, au contraire, c'est de permettre la désinstitutionnalisation quand elle est possible, évidemment, puisque vous savez qu'on parle de spectre autistique, on parle de troubles 10, de troubles de l'attention, des troubles d'hyperactivité, et que tout ça, ce sont des troubles qui ont différents niveaux
niveau de gravité, de sévérité, et que les institutions seront toujours nécessaires. Mais nous souhaitons nous positionner sur un autre créneau. Voilà, alors c'est un petit peu tout l'objet de ce projet, qui est aujourd'hui, je ne sais pas si tu as du petit laser là que tu avais avant. Merci, c'est là. Alors aujourd'hui, le projet arrive à se scinder en deux phases. Une première phase qui est située ici, donc qui inclut la chapelle, l'aile est et l'aile nord, qui fait l'objet d'un projet de développement territorial autour de services à la population. Alors par exemple, il y a un accueil de petite enfance, il y a une école qui va regrouper 8 à 9 communes, il y a un périscolaire qui va être au service de cette école, il y a une maison médicale au service du territoire, et dans la chapelle, nous imaginons un tiers-lieu intergénérationnel et culturel qui permettra aussi à notre bibliothèque municipale d'être incluse, mais aussi, par exemple, tout ce qui est autour du numérique et qui fait l'objet de pas mal de recherches. Alors depuis 2017, nous avons réussi à créer ce qu'on appelle un PCPE, donc c'est un pôle de compétences et de prestations externalisées. Ça va dans la désinstitutionnalisation, puisque ça permet donc aux enfants qui ont des ruptures de parcours, mais également les adolescents, de retrouver des accompagnements qui leur permettent de reprendre pied. Alors, pourquoi on a parlé de troubles du neurodéveloppement? Parce que, par exemple, au sein de la petite enfance, nous souhaitons avoir, et d'ailleurs nous avons déjà trouvé des personnes qui sont déjà formées, à la fois pour accueillir des enfants très jeunes, puisque vous savez que les troubles du spectre de l'autisme sont manifestés en général vers l'âge de 2 ans. Eh bien, on a des nourrices agréées qui se forment à l'accueil de jeunes en situation de handicap, avec ou sans diagnostic, et qui sont également des relais pour former les parents, ce qu'on appelle la guidance parentale, puisque quand vous avez un enfant handicapé, vous ne savez pas forcément comment il va falloir faire pour l'aider à surmonter son handicap. Alors ça, c'est la première étape. Dans l'école, nous procédons exactement de la même manière, avec donc, ce qu'on appelle un dispositif d'autorégulation, qui permet aussi donc, à la fois d'avoir les élèves de notre territoire et évidemment des élèves en situation de handicap que nous souhaitons pouvoir intégrer dans les classes. Alors il est clair qu'aujourd'hui, il y a des polémiques qui sont malheureusement presque plus des polémiques sur l'utilisation notamment du numérique, des ordinateurs, des tablettes. Chez les enfants de moins de 3 ans, on a quasiment la certitude que ça crée des vraies problématiques de développement du système nerveux central. Et donc, on se retrouve avec des statistiques invraisemblables qui indiquent que dans toutes nos classes, je veux dire des classes dites neurotypiques, on a 25% d'enfants en situation de difficulté d'apprentissage. Donc 25%, c'est dans toutes les classes. C'est ceux qu'on appelait les mauvais élèves autrefois. Alors ils peuvent avoir des dyslexies, des dyspraxies, des dyscalculies, ils peuvent avoir des troubles de l'attention, de l'hyperactivité, ils peuvent avoir aussi des traits autistiques. On le voit pas trop parce que c'est pas trop développé, n'empêche que ça perturbe sérieusement leur faculté d'apprentissage. Et donc notre école, elle sera orientée vers tout ça et aussi vers l'idée d'aider les parents à surmonter ces difficultés avec leurs enfants. Et puis, eh bien, dans la maison médicale, on développe exactement et on décline de la même manière. Donc aujourd'hui, l'ESP qui est à la base, donc, qui est l'équipe de soins primaires de Fénétrange, qui essaye de fédérer, on va dire, toute la population médicale et paramédicale de notre commune, eh bien, vient de bénéficier d'un gros don de la Fondation Norma pour développer un plateau neurosensoriel. Vous savez que les troubles du neurodéveloppement sont souvent accompagnés de troubles de la sensorialité, et donc la rééducation neurosensorielle ou l'éducation neurosensorielle est à la base pour leur permettre de surmonter le handicap. Donc vous avez dans cette maison médicale aussi la volonté de rentrer dans toutes les problématiques autour de la médication, puisqu'aujourd'hui en France, on considère que les personnes en situation de handicap sont souvent trop preneuses de médication et de médicaments, et qu'on n'est pas dans des troubles psychologiques ou psychiques, on est bien dans un handicap. Donc souvent la prise de médicaments
l'isolement peut aussi entraver leur faculté de récupération, de développement. Donc voilà tout l'objet de notre sujet. On a également imaginé ce qu'on appelle du répit. Alors le répit, c'est un hébergement pour 15 jours, 3 semaines, 3 jours, 8 jours, parce que quand quelqu'un a un enfant handicapé, par exemple, hein, ou un adulte, parce que on parle toujours des enfants, mais pas des adultes, eh bien, si on veut que cette personne puisse vivre à la maison, il faut aussi que les aidants puissent avoir des moments de répit, ne serait-ce que pour se faire soigner. On a des drames hein, sur la population, des gens qui ne peuvent plus aller se faire soigner parce qu'il n'y a personne qui est capable de garder la personne en situation de handicap. Donc notre idée, c'était de développer des unités où on peut accueillir entre 3 semaines et 3 mois, faire des bilans, sortir de la logique initiale, aider les parents. Alors ça, c'est très compliqué avec notamment l'Agence régionale de santé, parce que évidemment, on nous dit qu'il y a des plans autisme en France. Chaque année au mois d'avril, vous avez des films qui sortent, vous avez des émissions à la télé, vous avez la journée de l'autisme, mais finalement, dans les faits, ça se traduit par des grandes difficultés dès qu'on veut être innovant. Et c'est effectivement la problématique de ce répit que nous avons mis en avant, qui ne bénéficie pas de cases dans les grilles de l'ARS. Et donc, c'est toute une négociation qui se fait depuis maintenant 3-4 ans, avec une association du médico-social qui est partenaire de la commune, qui s'appelle RCA. Donc voilà comment on a réfléchi sur un ensemble de services. C'est vrai que pour une commune de 700 habitants, c'est un défi colossal. Et trouver l'argent, c'est un défi colossal. Aujourd'hui, en phasant en 2 tranches, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 60-40, nous sommes à un budget qui est redescendu dans des proportions plus raisonnables, 10 millions, 10 millions et demi, ce qui est quand même déjà considérable. Et donc, nous espérons, grâce aux aides de l'EPF et surtout des aides européennes du FEDER, parvenir à regrouper les sommes et à faire enfin la première partie du projet. Il y a dans la deuxième partie du projet plusieurs hypothèses. Évidemment, il y a cette unité de répit que nous n'abandonnons pas du tout, mais qui mérite encore un peu de réflexion. Et nous voulions dès à présent commencer les premiers travaux parce qu'il y a une chute démographique. Vous savez que les écoles se vident. Donc on a besoin maintenant de cette nouvelle école qui regroupe les communes. Sinon, on va avoir comme les autres des fermetures de classes, des fermetures d'écoles. Et donc une baisse de la qualité de notre enseignement. La question sur les 2 ailes restantes continue à être débattue, et notamment sur aussi la construction d'un nouvel EHPAD, voire d'investisseurs qui aimeraient y construire des appartements. C'est vrai qu'en période de désertification rurale, c'est pas mal aussi, c'est bienvenu. Donc voilà, on est tout près du dénouement de cette affaire. Je dois dire qu'il a fallu beaucoup de courage pour affronter ces années, parce que c'est beaucoup de désillusions, c'est beaucoup d'espoir et beaucoup de désillusions, et beaucoup de désillusions, beaucoup d'espoir. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Donc on finit par se détacher, mais à maintenir la pression sur le projet. Donc vous avez une idée maintenant de ce qui nous a occupés pendant ces 10 ans et qui devrait déboucher l'année prochaine sur le démarrage des travaux. Donc voilà, on y tient fermement. Et vous avez une idée aussi de ce qu'on a imaginé pour ce projet, qui avait été très bien reçu par le président Richert à son époque, président de grande région, le président Rotner, qui était lui-même anesthésiste de formation, et qui étaient tous deux persuadés qu'on avait là peut-être la naissance d'un projet qu'il faudrait décliner dans tous les territoires pour éviter justement au maximum la logique d'institutionnalisation. Et donc, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, mais je voulais vous faire un peu ces mots parce qu'on en entend beaucoup parler, ça a pris beaucoup de temps, donc beaucoup de gens sont persuadés que ça ne verra pas le jour, ce que je comprends, parce que moi, il y a des moments où j'ai perdu espoir aussi, mais on n'a pas abandonné le projet, et aujourd'hui, on est dans une situation où financièrement, on sent que c'est possible. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.